Salut les investisseurs belges, la Belgique vient peut-être de trouver un moyen de contourner sa propre taxe sur les plus-values. Depuis quelques jours, je vois passer certaines affirmations dans les commentaires des vidéos que j'ai fait notamment sur la taxe des plus-values. Je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment, ça va se calmer, c'est juste parce qu'il y a quelques news importantes à traiter. Et la taxe des plus-values serait peut-être finalement supprimée pour laisser place à un nouveau compte d'investissement fiscalement avantageux. J'avais déjà parlé de la genèse de ce projet il y a un mois, je pense, ou deux, sur la flat tax en Belgique. Tu peux aller voir cette vidéo-là qui est intéressante. Et ici, ça a évolué. Sur le papier, le projet paraît presque trop beau pour être vrai. Plus de précompte mobilier, pas de taxe des plus-values, pas de TOB, aucun problème à ce niveau-là. Tout ça serait remplacé par un impôt annuel apparemment ici de 1%. Et moi, ça me fait directement penser au PEA, même si tu verras que ça n'a rien à voir. Mais le PEA, c'est un produit d'épargne, un plan d'épargne en action qu'il y a en France. Donc les Français, ils ont toujours cette petite guéguerre entre PEA et CTO, compte titre ordinaire. Et en fait, c'est deux manières d'investir. En Belgique, on est tous sur CTO, un compte titre ordinaire. On investit sur des actions du monde entier. Et en France, ils ont ça aussi, mais ils ont aussi la possibilité d'utiliser un PEA qui est une enveloppe plus avantageuse fiscalement, mais où il y a certaines règles. Ils doivent conserver les investissements plus de 5 ans, il me semble. Ils peuvent prendre que des actions européennes, etc. Donc, il y a plusieurs choses à garder. Et donc, ils utilisent des ETF synthétiques pour avoir accès à des actions américaines malgré tout, même s'ils n'en possèdent pas réellement dans leur portefeuille. Enfin bref, tout ça, c'est une autre histoire. Mais en gros, ça s'inspire un petit peu de ça, j'ai l'impression, avec cette idée qu'on aurait un compte d'un côté, un compte titre classique comme on a toujours eu à présent, et d'un autre côté, une sorte de, pas un PEA du coup, mais une sorte de produit spécial, une enveloppe spéciale en Belgique qui te permettrait d'investir différemment. Mais plein de questions se posent, on va en parler dans cette vidéo tout de suite, mais d'abord un tout petit disclaimer. Aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit dans mes vidéos. C'est éducatif, c'est aucun conseil fiscal non plus. Je parle des fois de fiscalité, tout ça, mais c'est immensément compliqué. Il y a plein de cas spécifiques et des trucs et des machins. Ici, c'est des news. On parle de discussions qu'il y a en ce moment. Donc, c'est un peu de la discussion de comptoir. Il y a plein de choses qui évoluent au fur et à mesure. Donc, tu dois te tenir informé, faire tes propres recherches. C'est essentiel. Ne prends pas ce que je raconte ici pour la parole finale. Les textes ne sont pas encore sortis et modifiés. Ça reste ici des vidéos un peu hypothétiques. Voilà, c'est important quand même de mettre les bases pour la suite, qu'on ne se dise pas « il a dit ça, c'est la vérité ». Et je vais y aller point par point. Numéro 1, est-ce que la taxe des plus-values serait supprimée? Eh bien, la réponse, c'est non. On ne peut pas raisonnablement dire là maintenant que la taxe serait supprimée pour tout le monde. Ce que Jan Jambon envisagerait, d'après les informations qu'on voit dans la presse économique belge, ce serait la création d'un compte d'investissement particulier bénéficiant d'un régime fiscal différent. Donc un peu à la sauce PEA comme je l'ai dit, même si ça n'a rien à voir. Et donc un compte apparemment séparé. Encore une fois, c'est moi qui fais beaucoup d'hypothèses, mais ce serait un compte séparé. Et à côté, tu aurais ton CTO classique. Donc deux trucs parallèles qui coexistent. Et on pourrait avoir les deux, on pourrait en avoir un des deux, on pourrait en avoir aucun des deux. Chacun fait encore ce qu'il veut. Autrement dit, on ne parle pas d'effacer toute la fiscalité, la taxe des plus-values, la TOB des autres comptes titres existants. On parlerait de créer un nouveau truc important. Et cette coexistence potentielle de deux comptes elle-même est une hypothèse que je fais puisque aucun texte pour l'instant détaillé n'est sorti et ne peut nous permettre d'affirmer que les deux comptes vont exister. Et est-ce que le nouveau compte sera facultatif ou est-ce qu'il va remplacer les anciens? On n'en sait rien. Mais du plus logique, ce serait apparemment comme ça que ça pourrait fonctionner. Pourquoi le gouvernement voudrait envisager ce nouveau type de compte? Eh bien parce qu'on a évalué qu'il y aurait plus de 300 milliards d'euros déposés sur des comptes belges, des comptes d'épargne. Donc c'est une idée politique assez simple derrière. Récupérer cet argent, essayer de le faire travailler, de l'utiliser, de le faire un petit peu taxer. Il faudrait qu'une partie de cet argent soit investie dans des sociétés. Mais pour ça, il y a un gros souci d'éducation financière évidemment en Belgique. C'est notamment pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. Et il y a plusieurs nuances à apporter. La première, c'est que cet argent, c'est tous ces milliards là qui dorment sur des comptes épargne belges, ils ne dorment pas littéralement dans un coffre à ne rien faire. Souvent, c'est des sources de financement, c'est pour préparer un dépôt, pour un apport plutôt pour l'investissement immobilier, puisqu'on le sait, les Belges ont la brique dans le ventre, ils aiment bien être propriétaires et donc ils mettent des sous de côté peut-être pour acheter. Il y a une partie aussi sécurité où les gens mettent de côté parce qu'ils ont peur avec toutes les tensions géopolitiques, les guerres, etc. qu'il y a dans le monde, l'inflation, les nouvelles taxes, l'ambiance un petit peu anxiogène où tu te dis punaise, on se prend des nouvelles taxes, on augmente les amendes, on diminue les aides, on enlève des trucs, etc. On augmente le Minerval dans les universités. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et donc, on peut comprendre qu'il y a un peu une partie où les gens veulent mettre un peu sur le côté pour s'assurer, quoi. Il y a aussi la question de la liquidité des banques. Tout cet argent-là qui est sur les banques, qui est sur les comptes en banque d'épargne en Belgique, il est utilisé par les banques pour faire d'autres choses, pour faire tourner l'économie. Donc, déplacer tout ça vers des marchés financiers, par exemple, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça ne transforme pas magiquement
l'argent en argent utile et utilisé. Deuxièmement, acheter une action déjà cotée à un investisseur ne veut pas dire que l'argent va à l'entreprise. Donc ça, on doit être conscient aussi que quand on achète sur le marché primaire ou secondaire, c'est différent. Le marché primaire, c'est la première fois qu'une entreprise lance des actions et donc elle reçoit directement l'argent des financements. Mais toi et moi, généralement, on est sur le marché secondaire. Ça veut dire sur des entreprises qui sont échangées par les gens. Moi, j'achète une action, je la revends à un tel, qui la revend à un tel. Et à ce stade-là, l'entreprise ne touche plus directement d'argent ou de financement. Par contre, la valeur de ces actions peut augmenter sur le long terme et dans ce cas-là, quand elle fera une nouvelle levée de fonds, ce sera probablement une valorisation plus élevée, elle pourrait gagner donc plus d'argent. Donc tout ça évidemment est à prendre en compte, c'est des phénomènes économiques qui sont beaucoup plus complexes que simplement il faut mobiliser cette épargne et la faire travailler. Et ça nous amène à une nouvelle réflexion puisqu'on parle ici justement de ce capital à faire utiliser pour les entreprises et pour motiver peut-être la croissance en Belgique qui est très faible. On parlait je pense de 1% si je ne me trompe pas, j'avais vu passer mais je suis plus sûr, je crois que c'est à peu près 1% vers 2026-2027. C'est quand même très faible pour la Belgique. Et donc, pour motiver et booster la croissance, on aurait peut-être le gouvernement qui serait tenté de donner ce système d'avantage fiscal aux nouvelles émissions d'actions d'entreprises en Belgique, aux introductions en bourse, peut-être aux entreprises belges et européennes uniquement, certains fonds spécialisés. Donc, il y a des gros points d'interrogation. Est-ce que je pourrais avoir un ETF SP500, un MSCI World ou ce genre d'ETF classique, etc., ou ce genre d'actions dans ce type d'enveloppe? Est-ce que le projet serait très large où tu pourrais avoir un peu tout comme sur un compte titre ou est-ce qu'il serait très restrictif à la manière du PEA? C'est pour ça que je faisais un parallèle même si ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, arrêtons de parler du PEA et de la France, parlons plutôt de la Suède et de l'ISK, Investiröring Konto, très mauvaise prononciation. Littéralement, c'est un compte d'épargne investissement. C'est ça qu'ils font en Suède et c'est ça qui pourrait aussi plus nous inspirer en Belgique que le système français. Donc c'est une enveloppe distincte du compte titre. Donc c'est un peu la théorie que je développais au début de la vidéo. Et à l'intérieur de cette enveloppe, l'investisseur ne paye pas des taxes à chaque fois qu'il achète, qu'il vend, qu'il fait des plus-values. Non, non, non. Il ne doit pas non plus déclarer séparément chaque gain et chaque perte. À la place, il y a une taxation forfaitaire annuelle de 1%. Mais ce ne serait pas toujours 1%, ça peut évoluer, etc. Fais toujours tes recherches. Et surtout, il y aurait apparemment une base d'exonération. Donc en dessous d'un certain montant, il n'y aurait pas de taxe. Et au-dessus d'un certain montant, ce serait 1%, etc. Enfin, ça, c'est des discussions aussi. Et le truc qu'on pourrait dire, 1% sur tout le patrimoine, ça m'a l'air intéressant. Mais le problème, c'est que si tu prends 20%, tu payes 1% sur 20% de portefeuille en plus, donc ton patrimoine augmente, tu payes plus de taxes. Si tu perds 20 ou 30% que tu es en négatif et en moins-value, tu payes quand même la fameuse taxe annuelle, même si tu es en perte pendant 1 an, 2 ans, 3 ans d'affilée, puisque la bourse est souvent cyclique, tu peux avoir quelques bonnes années et puis après plusieurs mauvaises années, on a connu ça, pendant 2022, 2023 je pense, je me souviens qu'il y avait une petite traversée du désert, et pendant ces années-là, tu payes quand même ta taxe annuelle. Autre chose, un simple investisseur en ETF en Belgique par exemple pourrait être pénalisé en fait. Est-ce que c'est plus intéressant que 10% de taxe des plus-values? Je ne suis pas sûr. Parce que si je prends une taxe, imagine j'ai 100 000 euros, je fais très simple, j'ai 100 000 euros dans un ETF capitalisant qui réinvestit automatiquement les dividendes, etc. Vraiment un produit plutôt simple que je conserve pendant 20 ans. Supposons un rendement parfaitement hypothétique, disclaimer, de 7% annuel. Je ne suis pas déconnant en plus, il y en a qui prennent 10% des fois dans des vidéos. Moi je vais prendre 7%. Et c'est une moyenne puisqu'il y a des années plus hautes, des années plus basses. Aucune taxe, aucun frais, aucun versement supplémentaire. On ne compte pas tout ça. Et on a nos 100 000 euros qui se transformeraient avec les intérêts composés, etc. à 387 000 euros après 20 ans. Purement hypothétique, j'insiste. Donc j'ai fait un peu presque x4 ici. Premier scénario, je suis sur un compte titre ordinaire en Belgique comme on l'a fait maintenant et je vends mes 387 000 euros. Et je paye une taxe uniquement de 10% sur la plus-value, c'est-à-dire 287 000 euros. Plus-value, on est à 28 700 euros. Retiens ce chiffre, 28 700 euros. Je mets de côté les frais de courtage, les TOB, etc. pour rester simple dans mon exemple complètement hypothétique. 28 700 euros. Deuxième possibilité, deuxième scénario. Cette fois-ci, il n'y a aucune taxe des plus-values. On est sur un compte titre indépendant, là, la fameuse enveloppe, et on aurait 1% prélevé sur le portefeuille chaque année. Pour faire simple dans mon petit calcul ici, je me dis qu'on enlève 1% au rendement donc chaque année. Donc je passe de 7% à 6%. Ça veut dire que chaque année, j'ai 6% de rendement au lieu de 7%, puisqu'on m'enlève 1% du capital. Je simplifie encore une fois, ne venez pas m'embêter en commentaire. Eh bien, on aurait au final, sur un petit calculateur, 321 000 euros. Ce qui veut dire qu'on aurait plus de 37 000 euros de moins que dans le scénario avec une taxe de 10% sur la taxe finale, tu vois, des plus-values.
Pourquoi? Parce qu'on ne va pas seulement ici ponctionner de la taxe sur de la plus-value réalisée et qui n'a pas été bridée pendant son développement, même si en vrai il y avait les TOB, tout ça, hein, j'ai mis ça de côté, mais voilà. Et dans l'autre côté, on enlève du rendement chaque année, puisque 1% par an, ben on t'enlève chaque année du rendement. Et si après ça monte à 1,60, 2%, j'en sais rien, hein, parce que si c'est justement ça cible un petit peu les gens qui sont moins investisseurs, etc., et qui ont un compte fiscalement avantageux plus classique, et qu'on leur prend 1%, 2% par an, ben ça peut réduire le rendement annuel et sur 20 ans faire un effet qui serait plus élevé qu'une taxe des plus-values. Voilà le genre de débat que je trouve un peu passionnant, qui ressortirait de ce genre de discussion et de possibilité d'avoir un nouveau compte à côté, une sorte de PEA ou d'ISK à la belge, un mélange un petit peu avec une nouvelle enveloppe à côté du compte titre ordinaire. Et si tu es resté jusqu'ici et que tu aimes bien mes petites histoires, j'en ai noté d'autres, hein, des idées comme ça complètement hypothétiques encore une fois. Si j'ai un portefeuille de 100 000 euros, je fais une plus-value de 7 000 euros sur l'année, donc je suis à 107. Et la taxe, elle représente à peu près 1 000 euros, 1% par an, à peu près 1 000 euros. Eh bien, ça bouffe déjà quasi 15% de mon rendement annuel en fait. Donc ça fait déjà très mal. Et si j'ai rien gagné, donc j'ai mes 100 000 et à la fin d'année, ben, j'ai rien gagné, je suis vraiment resté au niveau pareil, ou je me suis même descendu à 98 000 ou quoi, je reprends ma taxe de 1 000 euros, ben hop, ça me remet à 97 000, donc je suis encore plus bas. Et donc la crainte qu'il y a sur ce genre de taxe annuelle, c'est que ben, il y a des années qui sont bonnes, des années qui sont moins bonnes, il y a des moments où tu fais des erreurs, ça évidemment ça arrive aussi. Et ben, en fait l'important c'est souvent le rendement à long terme, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, et se faire grignoter ce rendement par une taxe annuelle général, dans les mauvais moments comme dans les bons moments, ça peut fortement ralentir la croissance, j'ai l'impression, de ce que je vois ici, et selon les formules mathématiques dont on discute souvent hein, avec les intérêts composés et tout ça. Alors qu'une taxe sur les plus-values, quelle que soit sa puissance ou sa valeur, ben en fait, dans un premier temps, si tu es dans une phase d'accumulation, elle te freine pas vraiment et elle te concerne pas tout de suite, puisque tu n'as pas vraiment d'intention de revendre. Je parle vraiment des gens qui font pas trop de stock picking, tout ça, et qui gardent des placements sur très longtemps, et qui ont vraiment un plan sur 20 ans, la gestion passive et tous ces trucs-là, ben pour ce profil-là, tu te dis, tiens, ça a l'air compliqué. Et donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas juste parce qu'on voit un gros écriteau fiscalité avantageuse ou compte fiscalement avantageux qu'il faut sauter dessus. Une dernière chose, après j'arrête, mais ce type de taxe et de fonctionnement de compte pourrait aussi être mauvais pour les investisseurs prudents. Puisque si tu es relativement passif et aussi que tu as pris un portefeuille très défensif, tu vois, qui fait 2, 3, 4% par an, ben, se faire manger 1% de performance, c'est quand même chaud, tu vois, chaque année. Ou même si tu as un portefeuille qui fait 2, 3%, tu vois, vraiment un truc où tu as envie de conserver le capital, se prendre des pourcentages chaque année, c'est assez douloureux. Il y a la fameuse règle des 4%, là, où tu enlèves 4% par an, machin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est pas un truc qui est non plus, j'ai l'impression, scientifiquement validé. Mais en gros, l'idée que tu pourrais retirer un peu de ton capital chaque année sans entamer la stabilisation future, ben là aussi avec 1% de moins par an, c'est important. Donc 1%, ça n'a l'air de rien, mais ça peut être énorme sur un portefeuille qui fait du 2-3% par an. Et encore une fois, c'est une moyenne, c'est annualisé, puisqu'il y a des années où tu peux être en négatif. Bref, j'ai assez spéculé pour l'instant. Quelles sont les grandes questions auxquelles le gouvernement et Jan Jambon devront répondre? Ben, premièrement, quels sont les investissements autorisés? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans? Est-ce que je devrais mettre que des actions belges, etc., ou des actions européennes? Est-ce que je pourrais mettre des actions du monde entier, des ETF classiques, etc.? Ben, alors là, c'est comme un compte titre, donc ça paraîtrait quand même assez étonnant que ce ne soit pas un petit peu dirigé vers quelque chose et une volonté. Est-ce qu'il y a un plafond de versement? Par exemple, en France, ils ont le PEA avec 150 000 euros là, de maximum de versement. Ou est-ce que ce serait open bar sans limite? Est-ce qu'il y aurait une tranche d'impôt exonérée, comme en Suède, j'en ai parlé, ou au-dessous d'un certain seuil, tu ne payes pas de taxes. Donc ça peut être pas mal parce que ça rebattrait les cartes et ça changerait tous les calculs et les estimations, les trucs que j'ai un petit peu présentés ici avec mes 100 000 euros là. Ensuite, est-ce que on vire toute la partie TOB, taxes et plus-values, etc. et qu'on enlève toute cette partie-là pour avoir simplement l'enveloppe où c'est beaucoup plus simplifié? Parce que ça aussi, il faudrait le remettre dans le calcul alors et se dire, bah oui, pas de TOB, pas de frais de courtage, etc. etc. Enfin si, sûrement des frais de courtage, mais il n'y aurait pas de TOB et pas de taxes et plus-values et tout. Tout ça, il faut prendre en compte et faire un vrai calcul du coup. Autre question, est-ce que je pourrais transférer par exemple de mon compte titre une partie vers ce nouveau compte ou est-ce qu'il faudrait tout revendre, payer toutes les taxes, tout transférer revenir sur un compte courant, repartir sur l'autre enveloppe et ensuite repasser là-dessus, repayer des frais de courtage, repayer, etc. Donc ça, c'est aussi une vraie question qu'on pourrait se poser, la simplicité à ce niveau-là. Est-ce que ce compte serait uniquement proposé par des banques belges ou alors aussi ce serait possible ailleurs? Bon ça, dans un premier temps, j'ai l'impression que ce serait pas trop possible ailleurs. Il y avait ça avec le PEA qui n'était pas trop disponible dans les courtiers étrangers. Comment seraient aussi traités les dividendes étrangers
et les retenues à la source, puisque il y a souvent des retenues à la source dans le pays d'origine pour les dividendes et ces choses-là. Donc tout ça, c'est des autres questions. Est-ce que ça remplacerait toutes les taxes? Bref, tout ça, c'est des choses auxquelles on aimerait avoir la réponse. On verra déjà si ce projet voit le jour et jusqu'où il irait et comment il se passerait. Je répète que c'est un peu une vidéo de discussion dans une cabane de jardin qui appartient aux enfants parce que justement, eux font la sieste dans la maison. Donc, faut prendre ça pour ce que c'est. Je suis pas en train de faire le devin ici et des prémonitions. Mais j'avais noté pas mal de choses que je trouve intéressantes. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez penser de tout ça en commentaire. Ça pourrait être intéressant pour les investisseurs débutants d'un côté. Je pense que ce serait la cible de ceux qui ont toute cette épargne, ces milliards d'euros sur des comptes épargne en Belgique. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression en parlant que ça paraît assez complexe et que monsieur, madame, tout le monde n'irait pas sauter là-dessus puisque ça a l'air assez réservé aux investisseurs qui sont déjà informés puisque toi et moi ici on discute quand même d'un projet un peu complexe, j'ai l'impression, même si on n'a pas les grandes lignes encore une fois, donc ça veut rien dire, mais il faudrait que ce soit assez simple et j'ai pas l'impression qu'il c'est facile de faire des trucs simples quand on parle de taxation et de produits fiscaux liés à l'investissement en Belgique. Et puis un gros chantier, c'est évidemment l'éducation financière où les gens ici, moi je vous parle de PEA, de ISK suédois, je vous parle de taxe des plus-values à 10%, de précompte mobilier de dividendes et de tout ce bazar-là. Et évidemment que monsieur, madame, tout le monde en Belgique devra avoir une aide d'éducation financière et que ces outils soient possible pour les Belges d'être utilisés, que ce soit possible pour le Belge moyen d'utiliser ce type d'outils, même s'il n'y connaît rien à l'investissement en bourse et qu'il a déjà un petit peu peur de ça et que ce n'est pas sa tasse de thé. Bref, moi je ne crois pas trop à un copier-coller de l'ISK suédois ou du PEA français. Je pense plutôt créer un truc à la belge qui vont faire peut-être une enveloppe un peu différente. Je vous tiendrai évidemment au courant sur Goteco, la chaîne des investisseurs belges. Je me mets un peu ici sur le côté contre cette porte pour t'afficher une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Peut-être une playlist. Il faut aller voir les playlists parce que je range les vidéos sur Investir en Belgique, sur les podcasts aussi, etc. que je fais un petit peu. Bref, je rappelle encore une dernière fois que rien n'est fixé. Fais bien tes recherches et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.